Saviez-vous qu'il y a environ 250 millions d'années, pendant la période du Trias, un groupe de reptiles terrestres, contre toute attente, a décidé de retourner aux océans? C'est un tournant évolutif étonnant, n'est-ce pas? Comment a-t-il été possible que des créatures adaptées à la terre ferme parviennent à une réadaptation si profonde pour dominer les vastes eaux salées? La réponse réside dans une série d'adaptations évolutives extraordinaires qui leur ont permis non seulement de survivre, mais de prospérer et de devenir les prédateurs alpha des mers préhistoriques. Quels ont été les premiers indices de cette fascinante transition dans les archives fossiles? Les premiers vrais reptiles marins, comme les Mésosaurus, bien que de taille modeste, montraient déjà des pattes palmées et de longues queues pour la nage, marquant le début de cette épopée aquatique. Cependant, ces Mésosaurus étaient encore des habitants d'eau douce, pas les colosses océaniques que nous connaissons. Quand et comment le véritable saut vers la domination marine s'est-il produit? Le saut s'est produit avec les ichthyosaures, les plésiosaures et les mosasaures, trois lignées distinctes qui ont évolué de manière convergente pour occuper des niches écologiques similaires à celles des grands prédateurs marins actuels. Parlons d'abord des ichthyosaures. Quelles caractéristiques les rendaient si performants à leur début et comment se sont-ils différenciés de leurs ancêtres terrestres? Les ichthyosaures, dont le nom signifie lézard-poisson, ont développé des corps extrêmement hydrodynamiques, très similaires à ceux des poissons ou des dauphins modernes. Cette forme fusiforme, si efficace dans l'eau, a impliqué une refonte complète de leur squelette et de leur musculature, n'est-ce pas? Absolument! Leurs membres se sont transformés en nageoires ou nageoires-rames pour une propulsion puissante et ils ont développé une nageoire caudale en forme de demi-lune, similaire à celle des requins. Quel rôle a joué la nageoire caudale dans leur vitesse et leur maniabilité sous l'eau? La nageoire caudale verticale, ajoutée à une colonne vertébrale flexible qui leur permettait un mouvement ondulatoire, leur conférait une vitesse et une agilité impressionnantes pour poursuivre leur proie. Et qu'en est-il de leurs yeux? Avaient-ils une adaptation visuelle spéciale pour la vie aquatique? Leurs yeux étaient remarquablement grands, parfois avec des anneaux sclérotiques osseux qui les protégeaient de la pression de l'eau à des profondeurs considérables, ce qui suggère qu'ils étaient des chasseurs visuels dans des eaux sombres ou profondes. C'est fascinant! Comment leurs systèmes respiratoires et reproducteurs se sont-ils adaptés à la vie entièrement aquatique sans avoir besoin de retourner sur Terre comme les tortues marines? Les ichthyosaures ont développé la viviparité, ce qui signifie qu'ils donnaient naissance à des petits vivants directement dans l'eau, éliminant complètement le besoin de retourner sur Terre pour pondre des œufs. Cette adaptation est cruciale pour une vie marine pleine et entière. Existe-t-il des preuves fossiles de cette viviparité? Oui, des fossiles spectaculaires ont été découverts, comme celui d'une mère ichthyosaure de l'espèce Stenopterygius quadricissus, avec de multiples embryons encore à l'intérieur de son corps, certains même en train de naître. Quelle taille les ichthyosaures pouvaient-ils atteindre et quels prédateurs étaient-ils dans leur écosystème? Leur taille variait énormément, des petites espèces de moins d'1 mètre de long aux géants comme le Shonisaurus sicaniensis qui pouvaient dépasser 21 mètres de long. 21 mètres est une dimension colossale. Quel type de régime alimentaire avaient ces impressionnants prédateurs océaniques? Les ichthyosaures avaient des mâchoires allongées et des dents coniques, idéales pour attraper des poissons et des céphalopodes, comme les belemnites qui étaient abondants dans les mers mésozoïques. Les ichthyosaures étaient-ils les seuls prédateurs dominants dans les océans du Trias et du Jurassique ou partageaient-ils leur règne avec d'autres lignées de reptiles marins? Ils ont partagé leur règne et ont finalement été supplantés par un autre groupe formidable, les plésiosaures, qui ont apparu au Trias supérieur et se sont énormément diversifiés. Les plésiosaures avaient une morphologie très différente de celle des ichthyosaures, avec ses longs coups et des corps plus larges, n'est-ce pas? Correct. Les plésiosaures se caractérisaient par leur corps robuste, 4 grandes nageoires en forme de pagaie et, dans beaucoup de cas, un cou extrêmement long. Comment utilisaient-ils leurs coups et leurs nageoires pour la chasse, compte tenu de leur structure si particulière? On pense qu'ils utilisaient leurs 4 nageoires pour une propulsion de vol sous-marin, les déplaçant d'une manière similaire à la façon dont les oiseaux déplacent leurs ailes dans l'air, ce qui leur permettait une maniabilité exceptionnelle. Et ce long cou, comment contribuait-il à leur stratégie de prédation?
Le long cou, en particulier chez des formes comme l'Elasmosaurus, qui avait 71 vertèbres cervicales et pouvait atteindre 15 mètres de long, leur permettait de s'approcher furtivement des bancs de poissons sans les alerter avec le reste de leur corps. C'est une technique d'embuscade impressionnante. Quels autres types de plésiosaures existaient, en dehors des formes à long cou? Au sein du groupe des plésiosaures, nous trouvons également les pliosaures, qui avaient des coups courts et des têtes massives équipées de dents énormes et coniques. Les pliosaures étaient les requins géants de leur époque, de véritables super-prédateurs, n'est-ce pas? Exactement. Des exemples comme le Liopleurodon ou le Chronosaurus possédaient des mâchoires si puissantes et des dents si grandes qu'ils pouvaient broyer les os de leur proie. Quelle taille pouvaient atteindre ces pliosaures et de quoi se nourrissaient-ils principalement? Le Liopleurodon ferox est estimé à une taille comprise entre 5 et 7 mètres, bien que certaines estimations populaires aient exagéré sa taille. Le Chronosaurus queenslandicus pouvait atteindre les 10 mètres. Comment cela a-t-il influencé le succès de ces trois groupes de reptiles marins? L'évolution convergente démontre comment différentes lignées peuvent développer des solutions similaires aux mêmes défis environnementaux, comme la nécessité d'hydrodynamisme pour la nage rapide. Chaque groupe, malgré ses origines distinctes, a développé des formes corporelles ou des adaptations sensorielles qui maximisaient son efficacité en milieu aquatique, n'est-ce pas? C'est exact. Les ichthyosaures avec leur forme de thon, les plésiosaures avec leurs nageoires en forme de rame et les mosasaures avec leur puissante queue serpentiforme sont de clairs exemples de cette convergence. En parlant d'adaptation physiologique, comment géraient-ils l'osmorégulation dans un environnement d'eau salée, étant donné que leurs ancêtres étaient terrestres? Bien que les détails précis soient difficiles à déterminer à partir des fossiles, on en déduit qu'ils ont développé des reins efficaces et possiblement des glandes à sel, comme celles que possèdent les oiseaux marins et les tortues actuelles, pour excréter l'excès de sel. Quel mécanisme de thermorégulation auraient-ils pu avoir, considérant qu'ils étaient des reptiles et non des mammifères? La plupart des grands reptiles marins étaient probablement gigantothermes, ce qui signifie que leur grande taille corporelle les aidait à maintenir une température interne relativement constante en absorbant et en libérant la chaleur lentement. Cela leur donnerait un avantage dans les eaux plus froides, leur permettant d'étendre leur aire géographique, n'est-ce pas? Exactement. La gigantothermie leur aurait permis de chasser à des latitudes plus élevées ou à de plus grandes profondeurs où la température de l'eau est plus basse. Pendant combien de millions d'années ces reptiles ont-ils dominé les océans du Mésozoïque au total? Depuis l'apparition des premiers ichthyosaures au Trias inférieur il y a environ 250 millions d'années, jusqu'à l'extinction massive à la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années, ils ont dominé les océans pendant près de 200 millions d'années. 200 millions d'années est une période de temps immensement longue. Quelle était l'abondance de ces animaux dans les mers préhistoriques? Les registres fossiles indiquent une grande abondance et diversité, avec des milliers de spécimens découverts dans des gisements partout dans le monde, de l'Amérique du Nord à l'Europe et l'Australie. Quel rôle ont joué ces prédateurs au sommet dans l'écosystème marin de leur époque? Ils étaient fondamentaux pour l'équilibre écologique, contrôlant les populations de poissons, de céphalopodes et d'autres reptiles marins, maintenant la santé des écosystèmes océaniques. La disparition des ichthyosaures avant la fin du Crétacé, contrairement aux plésiosaures et mosasaures, est un point intéressant. Qu'est-ce qui a pu causer leur déclin? Les théories suggèrent que leur déclin a été dû à une combinaison de facteurs, incluant la compétition avec les mosasaures et les requins modernes, ainsi que d'éventuels changements dans les températures océaniques et la disponibilité des proies. Alors, l'évolution des requins modernes a-t-elle eu un impact sur l'hégémonie de ces reptiles marins? Oui, l'apparition de formes plus agiles et efficaces de requins, associée à la diversification des mosasaures, a ajouté une pression compétitive significative sur les ichthyosaures. Comment ces grands reptiles marins se sont-ils distribués géographiquement? Étaient-ils cosmopolites ou se trouvaient-ils dans des régions spécifiques? La plupart d'entre eux avaient une distribution mondiale, avec des fossiles trouvés sur presque tous les continents, ce qui indique leur succès dans une large gamme d'habitats océaniques, des mers peu profondes aux eaux libres. Y a-t-il un exemple de découverte fossile particulièrement significative qui ait changé notre compréhension de ces animaux? La découverte en 1904 d'un squelette presque complet d'Elasmosaurus platyurus au Kansas, aux États-Unis, a été cruciale. Comment cette découverte a impacté la paléontologie? Initialement, le paléontologue Edward Drinker Cope l'a reconstruit par erreur avec la tête sur la queue, mais son collègue Othniel Charles Marsh l'a corrigé, démontrant la véritable anatomie à long cou de l'animal. Cette erreur initiale illustre la difficulté de reconstruire des créatures aussi singulières à partir de fragments fossiles.
Que nous dit l'étude des marques de morsures sur les os fossiles concernant l'interaction entre ces prédateurs? Les marques de morsures sur les os de plésiosaures ou de mosasaures nous donnent une preuve directe de rencontre avec d'autres prédateurs, souvent d'autres mosasaures plus grands, révélant la férocité de la compétition. Cela nous permet de reconstituer des chaînes alimentaires préhistoriques complexes. Y a-t-il eu des différences significatives dans la vitesse et l'agilité des différents groupes? Les ichthyosaures étaient indubitablement les plus rapides en ligne droite, optimisés pour la poursuite, tandis que les plésiosaures privilégiaient la manœuvrabilité. Que savons-nous de l'écologie des juvéniles de ces reptiles marins? Y avait-il des nurseries marines ou des zones de reproduction spécifiques? Les preuves de viviparité chez les ichthyosaures suggèrent que les jeunes étaient relativement grands à la naissance, ce qui augmentait leurs chances de survie. Pour les mosasaures, des restes de juvéniles ont été trouvés dans des dépôts d'eau peu profondes, ce qui pourrait indiquer qu'ils utilisaient des estuaires ou des baies protégées comme zone de reproduction pour leurs petits. Et bien que les plésiosaures pondaient des œufs, certaines études suggèrent que leurs petits naissaient aussi dans l'eau, impliquant une naissance aquatique ou au moins des soins parentaux proches. L'évidence de la viviparité chez les grands reptiles marins est une adaptation vraiment avancée pour éviter les dangers de la Terre, n'est-ce pas? C'est l'une des adaptations les plus remarquables qui leur a permis une indépendance totale du milieu terrestre, les différenciant de nombreux autres reptiles. Que savons-nous de la structure sociale ou du comportement de ces géants marins? Chassaient-ils seuls ou en groupe? La plupart des preuves suggèrent qu'ils étaient des chasseurs solitaires, bien que certains fossiles d'ichthyosaures, trouvés en grandes accumulations, pourraient indiquer des comportements grégaires, peut-être en réponse à l'abondance de proies. L'abondance de nourriture à certains moments et endroits aurait pu favoriser des agrégations temporaires, pas nécessairement des structures sociales permanentes, n'est-ce pas? Exactement. Les baleines actuelles, par exemple, se rassemblent également dans les zones d'alimentation saisonnière, mais leur structure sociale est plus complexe. Comment la science moderne, grâce aux nouvelles technologies, continue-t-elle de révéler des détails sur leur biologie qu'il était auparavant impossible de connaître? La tomographie assistée par ordinateur et les reconstructions tridimensionnelles de fossiles permettent d'étudier l'anatomie interne, comme la structure du cerveau ou de l'oreille, avec une précision sans précédent. Cela nous a permis de mieux comprendre comment ils entendaient ou à quel point leur sens était développé pour la navigation et la chasse dans le vaste océan. De plus, l'analyse des isotopes dans leurs os et leurs dents peut révéler des informations sur leur régime alimentaire, leur aire de répartition et même la température des eaux dans lesquelles ils vivaient. C'est étonnant de voir à quel point la chimie des eaux peut nous en apprendre tant sur la vie de ces animaux disparus. Quelle théorie existe sur la fin du règne de ces reptiles marins? Leur déclin et leur extinction sont directement liés à l'événement d'impact de Chicxulub il y a 66 millions d'années, qui a causé l'extinction massive du Crétacé paléogène. Cet impact catastrophique a provoqué un hiver d'impact global, obscurcissant le ciel, refroidissant la Terre et provoquant l'effondrement des chaînes alimentaires, affectant à la fois les écosystèmes terrestres et marins, n'est-ce pas? C'est exact. Le manque de lumière solaire a interrompu la photosynthèse, éliminant la base de la chaîne alimentaire marine, ce qui a conduit à la disparition des prédateurs supérieurs comme les mosasaures et les plésiosaures. Combien d'années a-t-il fallu pour que la vie se rétablisse dans les océans après cette dévastation et quelles formes de vie ont rempli les niches laissées par les reptiles marins? La récupération a été progressive, s'étendant sur des millions d'années, et les niches de grands prédateurs marins ont finalement été occupées par des mammifères marins, comme les baleines et les dauphins, qui ont évolué beaucoup plus tard. Donc en substance, les baleines et les dauphins d'aujourd'hui sont les héritiers de la domination océanique qu'avaient autrefois les ichthyosaures, plésiosaures et mosasaures, mais avec une lignée évolutive complètement différente. Exactement. L'histoire des reptiles marins préhistoriques est un témoignage du pouvoir de l'évolution et de l'adaptabilité de la vie sur Terre. C'est un récit qui nous enseigne la résilience et la capacité étonnante des espèces à se transformer face aux défis environnementaux. Et cela nous rappelle la fragilité des écosystèmes, même face aux prédateurs les plus dominants, devant des événements catastrophiques à l'échelle planétaire. Leur héritage perdure dans les fossiles que nous déterrons et dans les connaissances que nous bâtissons sur un monde aquatique qui fut gouverné par ces créatures fascinantes. Explorateurs, nous espérons que vous avez apprécié ce voyage profond à travers les océans du Mésozoïque. Si vous voulez continuer à découvrir les merveilles du passé et du présent, abonnez-vous à la chaîne Explorando. Donnez un j'aime à cette vidéo si vous avez été aussi émerveillés que nous. Et laissez un commentaire avec vos questions ou vos reptiles marins préhistoriques préférés. Partagez cette vidéo avec d'autres amateurs de sciences et d'histoire naturelle. On se retrouve pour la prochaine expédition vers la connaissance.